Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie, monsieur Plantier? L'injustice. L'injustice, bon, nous, on pensait que c'était la candidature de François Courdil aux législatives sur la 6e circonscription du Gard. Eh ben, c'est pas ça. Non, du tout. Non. Au contraire, je suis ravi pour Tout va bien entre pour notre vous équipe municipale. Ouais, je lis ici ou là des mésententes. Vous savez, on fait partie d'une équipe municipale qui n'a qu'un seul but et qu'un seul dénominateur, c'est la réussite aux côtés de Jean-Paul Fournier. Et là-dessus, on est 41 élus au sein de cette majorité qui avons ce but unique, réussir ce beau mandat qui s'ouvre à nous. On est encore au tout début de ce mandat. Vous soutenez sa candidature? C'est le mieux placé, le meilleur pour essayer de déboulonner le député sortant Philippe Berta? Écoutez, il a fait acte de candidature. Je pense qu'il a un profil intéressant. Il fait partie d'une nouvelle génération d'élus. Jean-Paul Fournier lui a fait confiance en le positionnant sur notre liste municipale. Il a envie de s'impliquer sur cette circonscription. Je pense qu'il fera un bon candidat et surtout qu'on présentera des candidats qui seront les plus pertinents et les plus adaptés, les plus cohérents par rapport à cela. Ça va être un combat difficile dans la mesure où on sait très bien que les législatives sont quand même intimement liées au scrutin présidentiel. Mais est-ce que c'était la bonne tête d'affiche, selon vous, François Courdil? Mais vous savez, on est dans un esprit de reconquête. Aujourd'hui, nous avons 0 député sur les 6 circonscriptions. Donc, on va dire qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait. Donc, il est important qu'on présente des candidatures audacieuses. Et François fait partie des nouveaux visages de la droite, c'est clair. Et donc, il est audacieux. Oui. C'est dur de le dire? Non, pas du tout. Non, mais je sais que certains aimeraient qu'il y ait des mésententes au sein de l'équipe. Vous savez, tout va vraiment fait partie bien tous entre de la vous, même équipe. parce que c'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai qu'il en veut aussi beaucoup. Il a peut-être bousculé l'ordre établi, parce que c'était vous avant un peu le chouchou de la droite, le petit qu'on protégeait. Et là, finalement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est François aussi. Vous savez, on est aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est la compétence. On n'a pas peur de l'autre. On est dans une recherche d'avoir les meilleurs candidats et les meilleurs profils, les hommes et les femmes, au meilleur poste. Donc là-dessus, on a été élu avec une équipe renouvelée. François fait partie de cette nouvelle génération. Et il est compétent. Bien sûr. Mais il n'a pas eu le dossier rénovation urbaine à la ville de Nîmes, alors qu'il le voulait. Et vous avez plutôt, vous, prenez la candidature de M. Bonnet. Vous savez, je crois ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, on est dans une démarche d'une élection présidentielle, d'une élection législative à venir. Et là-dessus, on a un objectif commun tous ici sur le territoire. Il est audacieux, c'est ce que vous m'avez dit, on retiendra ça ce soir. Un mot plus global sur les élections législatives, et que vous êtes secrétaire général adjoint du parti Les Républicains. Quel est l'objectif de votre famille politique dans ces 6 circonscriptions? Objectif réaliste. Écoutez, l'objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible en présentant les meilleurs candidats possibles. Rechercher à la fois la parité, rechercher la complémentarité. L'objectif, c'est de trouver les bons hommes et les bonnes femmes au bon poste par rapport à cela et de mener une campagne qui va être difficile, parce qu'on sait très bien que ça va être un combat extrêmement difficile, notamment par rapport à ce mandat présidentiel qui s'ouvre, et d'aller rechercher une alternative au président Macron. Et après, derrière, enclencher sur une dynamique des législatives. Il y a des circos qui sont gagnables aujourd'hui? Bien évidemment, sinon, laquelle, par exemple, on ne serait pas là. Je pense que toutes les circonscriptions sont prenables. La numéro 1, c'est compliqué avec Françoise Dumas. Vous savez, Françoise Dumas, certes, a un bon mandat au niveau parlementaire, mais vous savez, personne n'est indétrônable. Les électeurs, ils vont voter pour des hommes et des femmes qui sont en capacité de représenter leur territoire. Alors, et certes, vous comptez présenter qui contre Françoise Dumas? Écoutez, on va voir. On a une réunion du bureau politique qui est organisée d'ici à quelques semaines, j'espère avant la fin du mois d'octobre, pour qu'on puisse lancer très rapidement ces candidats, parce que notre famille politique souhaite investir le plus tôt possible. Parce que nous, on avait cru comprendre que Claude de Gérardy était peut-être pressenti pour y aller. Or, même si c'est quelqu'un de charmant, elle a perdu les élections départementales. Et si la droite l'investit, on n'a pas le sentiment qu'elle veut vraiment la gagner, cette circo. Pour quelle raison on n'aurait pas envie de la gagner ? Est-ce qu'on met des candidats qui ont perdu à des échéances? Ça casse une dynamique quand même. Écoutez, c'est pas verra, vous apprendre à faire de la politique. Non, on verra comment ça va se passer. Claude de Girardi a été un temps annoncé. Je ne suis pas certain qu'elle en ait envie. On verra qui sera positionné sur ce poste-là. Mais ce qui est important, vous savez, aujourd'hui, la campagne, elle n'a pas débuté. Les Français commencent à prendre connaissance des enjeux qui vont mener cette campagne présidentielle. En tout cas, ce qui est certain pour nous. Votre parti pousse en tout cas ce que les candidats sont investis. Et ça serait une très bonne chose. Et ça serait là, il faut se mettre d'accord sur le casting. Oui, ça serait une très bonne chose. Plus vite nous aurons des candidats, plus vite nous pourrons faire campagne sur le terrain. Allez, un mot sur la présidentielle, parce qu'il faut qu'on avance. Oui, Valérie Pécresse, que vous soutenez, et Michel Barnier, son candidat au congrès du 4 décembre, mais pas encore Xavier Bertrand. Est-ce que vous pensez qu'il va déposer sa candidature? Je l'espère. À partir du moment où les adhérents ont pris une position majoritaire par rapport à cela et organisé une primaire dite fermée, j'espère que l'ensemble des candidats qui étaient au départ sur la ligne de départ vont formaliser et confirmer cela. Je crois que la réponse est mercredi. Xavier Bertrand l'annoncera ce soir aux 20h de TF1.
qu'il participera du Bon, coup écoutez, à cette je le primaire souhaite parce que ça serait quand même interne. une bonne chose. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, on ne pourra pas se permettre une nouvelle désunion. L'ensemble Après, lui, il des a quand même candidats. peur de perdre parce que les militants aujourd'hui semblent plus rallier à la cause de Michel Barnier. Écoutez, on verra. D'autant Chaque que... chose en son temps. J'ai l'impression, Madame Molleret, que c'est pas du journalisme, c'est qu'on. Ah ben on non, va je faire lis de... la presse, je lis non, les non, bien sûr, confrères, mais moi. Je on lis est- les déclarations on de n'est vos pas devin. responsables nationaux. On n'est pas devin. On va passer à la Aujourd'hui, politique il y a locale. une campagne J'ai qui écouté est menée. Jean-François Copé ce matin. Il y a une campagne qui est Sur France menée jusqu'au 4 décembre, date du congrès, date du résultat. On verra à ce moment-là comment ça va se passer. On avance sur la politique locale et le département. Vous êtes élu dans l'opposition, ce qui vous change, puisque vous avez l'habitude plutôt de la majorité, notamment à la ville de Nîmes. Tout simplement, dans quelle commission siégez-vous et quel dossier souhaitez-vous pousser au sein du département ? Écoutez, moi je siège dans la commission administration finance et je suis aussi suppléant sur la commission solidarité. Nous, l'objectif de cette opposition, c'est qu'on soit dans une vraie opposition par rapport au mandat de la présidente Perrigo. J'étais encore samedi matin à une assemblée générale d'un comité de quartier, le comité de quartier de la Route d'Alès pour ne pas le nommer, et des questions liées au département ont été déposées, notamment sur les entrées et les sorties de ville, notamment par rapport à la rocade nord et la rocade ouest. Donc ce sont des enjeux. Aujourd'hui, nous, on s'est battu pendant cette campagne dans le cadre du département pour resituer Nîmes au cœur du débat départemental. J'espère en tout cas que Mme Perrigo ne fera pas fi de cela. Certes, elle a une majorité un petit peu plus importante que par le passé, mais il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a aussi des élus d'opposition qui sont dans une démarche constructive. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que ce département retrouve sa place. Certes sur le volet de l'action sociale, on en parlait tout à l'heure par rapport au débat au sein de nos quartiers, mais il faut aussi qu'elle réfléchisse aux infrastructures et au devenir des villes et notamment la ville-centre. Un mot peut-être très rapidement sur le parc Meunier de Salinel, avant qu'après Corentin vous pose des questions sur le stade. Écoutez, non, sur le parc Meunier de Salinel, on avait fait une proposition, nous, dans le cadre de la campagne départementale. J'attends de rencontrer la présidente du département avec ma collègue Sophie Roule pour envisager ces questions-là, ces sujets. J'espère que le département a avancé par rapport à cela depuis maintenant quelques semaines. Depuis votre élection, vous ne l'avez pas rencontré encore, la présidente ? Non, pas dans le cadre des séances plénières. Mais pas dans son bureau pour évoquer les différents je sais que sujets notre qui vous préoccupent. présidente de groupe, Valérie Meunier, la rencontre en tant que présidente du groupe, mais j'espère qu'elle prendra le temps de recevoir les conseils départementaux par binôme pour faire un point précis sur la situation sur leur terrain. Alors on passe au projet de la ville de Nîmes et comme le disait Coralie, c'est la concertation par rapport au nouveau stade. On a le sentiment en plus pour y être allé sur les réunions, sur les ateliers, le constat qu'on fait c'est qu'il n'y a personne qui vient. Pas grand monde. En tout cas, voilà, peu de monde. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous le déplorez ? Parce qu'on a le sentiment qu'on est un peu dans un déficit de démocratie. Enfin, c'est un sujet important pour la ville, mais personne s'y intéresse vraiment. Un déficit de démocratie, je ne sais pas, parce que c'est aussi le but même de cette consultation, de cette concertation, c'est que les citoyens, les administrés s'emparent de ces projets, à la fois sur le projet du nouveau stade, mais aussi sur la construction de la halle des sports. Alors c'est vrai que pour l'instant, il y avait une audience assez faible par rapport aux différents ateliers, qui avaient parfois aussi des connotations un peu politiques, parce qu'il y avait pas mal d'élus d'opposition ou des représentants des différents courants politiques. Mais c'est vrai que voilà, j'espère que les citoyens vraiment s'y investissent pas à remplir les cahiers. Oui, après, vous savez, aussi, Comment on l'explique ? C'est la société qui veut ça. Et il y a aussi maintenant les nouveaux moyens de communication qui permettent aussi de donner des avis par rapport aux questions. C'est peut-être un peu démodé. Oui, alors, est-ce que c'est pas un peu has-been ces concertations comme ça ? Non, je ne vais pas dire ça parce que derrière, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont impliquées pour que cette concertation soit organisée dans de bonnes conditions. Il y a eu des garantes qui ont été nommées par la CNDP, la Commission nationale du débat il y avait public. du monde. Ah oui, il y avait 80 personnes qui étaient réunies. Après, il y a aussi les conditions sanitaires qui font que peut-être que les gens, ils n'ont pas envie forcément de se regrouper pour ce type de réunion. Mais voilà, il y a aussi les moyens de communication modernes permettant à chacun de donner son avis par rapport à cela. Est-ce que vous dites au final qu'en fait le projet fait l'unanimité auprès des Nîmois ? Non, parce que vous savez, c'est pas une question de savoir si ça fait l'unanimité ou pas, c'est de savoir est-ce que ce projet est compris de tous. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment un aspect de pédagogie, de compréhension par rapport à cela. Les deux maîtres d'ouvrage, les deux porteurs du projet ont présenté de manière la plus précise possible ces projets et il y a des gens, des hommes et des femmes qui se sont impliqués pour essayer de poser des questions, pour essayer d'avoir plus de précision. Est-ce que sur ce projet en lui-même, avec les intempéries qu'on a connues à la mi-septembre, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude de se retrouver avec des zones inondables à cet endroit-là ? Notre territoire est touché par les phénomènes naturels, on le sait depuis un certain nombre d'années. Heureusement, entre-temps, il y a eu la mise en place du PPRI, ce plat de prévention des risques liés aux inondations depuis 2012, qui vient largement impacter la constructibilité des parcelles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des conditions qui sont extrêmement contraignantes
pour les porteurs de projets. Donc non, il n'y a pas. Bien sûr, c'est une question qui se pose, mais la réglementation et la législation dans la matière est extrêmement contraignante et vraiment coercitive. Pour revenir sur le nouveau quartier, parce que le temps file, c'est certainement une interrogation des Nîmois, des citoyens. Donc ça va être un nouveau quartier. On sait que le stade, Rania Saf l'a dit, pour qu'il soit rentable toute l'année, il va y avoir des commerces. Ça sera surtout des bars-restaurants avec ces bodega. Est-ce qu'on n'a pas peur de tuer encore plus les commerçants du centre-ville? Parce que s'il y a encore plus de bars et de restaurants autour de ce stade, les gens ne prendront pas le T2. Et c'était une promesse de Jean-Paul Fournier. Ne prendront le T2 pour aller en centre-ville. C'est très bien qu'on en parle. Depuis le début de la discussion entre Rania Saf et Jean-Paul Fournier sur cette Parce question, que c'était un point important. C'est un des points, on va dire, bloquants par rapport à ce projet. Rania Saf s'est engagé à ce que le développement des entités sur cet espace-là soit lié au commerce de proximité. Il n'est pas question de créer une zone concurrentielle au centre-ville. Ça a été écrit. Rania Saf. Oui, mais les bars et les restaurants qui auront. Oui, non, mais après, bien sûr qu'il y aura. Les gens ne prendront plus le T2 pour aller en centre-ville s'il y a encore plus de choses. D'accord, j'entends. Mais bien sûr qu'il y aura des lieux de vie, notamment les soirs de match ou même à l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les enseignes, notamment, je parle vraiment par rapport à la notion de commerce de centre-ville, les enseignes qui seront proposées seront des enseignes de commerce de proximité ou bien des activités ludiques, sportives. Après, par rapport à cela, j'entends. Mais si demain, il avait réalisé un complexe sportif avec un nouveau stade à des 15-20 km de la ville-centre, est-ce que là, clairement, on n'aurait pas tué une économie? C'est le choix du moins pire, en fait. Je ne sais pas si c'est le choix du moins pire, mais c'est le choix qui permet à la fois de concilier les intérêts de la ville par rapport à sa proximité au lieu d'habitation, par rapport à sa proximité vis-à-vis du lieu du centre-ville, mais ça permet aussi de proposer une nouvelle offre, mais qui ne sera pas en concurrence avec les établissements de centre-ville. Mais quand on va au restaurant, après on va faire ses courses et on restera, Corentin l'a dit, les gens ne prendront plus le T2 ou la première ligne, et on restera dans ces zones. On a quand même un écusson, un centre-ville avec vraiment une vraie attractivité, notamment par rapport au patrimoine, par rapport aux enseignes qui sont proposées. On peut pas comparer les deux. Là, on est sur des commerces de proximité, on est sur un nouveau quartier certes de vie, avec des résidences hôtelières, avec des lieux d'enseignement, avec des maisons pour les seniors, mais voilà, on n'est pas notamment dans cette notion de concurrence. Peut-être que la dernière question, en tout cas sur ce sujet, je voudrais quand même que Coralie puisse poser sa question sur le Palais des Congrès, mais la dernière question rapidement sur ce projet, c'est est-ce que finalement la ville de Nîmes a été suffisamment associée à ce projet? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas un peu devant le fait accompli, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas de nouveau quartier? Malgré tout, vous allez devoir subir un nouveau quartier. Vous ne souhaitiez pas que les choses se passent totalement comme ça se passe aujourd'hui et vous le subissez un peu. Est-ce que finalement, encore une fois, on ne parle pas de l'attractivité du projet. Il y a 200 millions d'euros sur la table et que bien évidemment pour la ville de Nîmes et l'économie de la ville de Nîmes, c'est extrêmement important. Mais quand même, on se pose cette question, est-ce que vous avez été suffisamment sollicité pour co-construire ce projet? Vous savez, attention, qu'il n'y ait pas de méprise. Le projet, il est uniquement d'initiative privée. D'accord? C'est la SS Nemo, portée par Rania Saf, qui s'est proposée. Donc il n'y a pas eu de co-construction par rapport à cela. C'est vous qui avez la maîtrise du foncier quand même. Non, mais je vais en parler par rapport à cela. Mais il n'y a pas eu de co-construction. C'est un projet d'initiative privée. Par contre, depuis le début, Jean-Paul Fournier s'est fait un devoir de protéger les intérêts du club, notamment par rapport à la location du stade, notamment par rapport à la réalisation d'un bail commercial qui protège le Nîmes Olympique par rapport à un certain nombre de recettes qui seront liées à l'exploitation du stade. Il y a aussi de défendre les intérêts des supporters. On en a parlé notamment par rapport au prix des places, par rapport à la place des supporters au niveau de ce stade. Et bien évidemment, il y a aussi une volonté, notamment par rapport au commerce de centre-ville, d'exiger un certain nombre de choses. Et Coralie l'a dit, l'objectif aussi, c'est quand même que la ville de Nîmes, sur cette partie-là, garde la maîtrise de son foncier. C'est-à-dire que, certes, la SS Nemo va racheter l'emprise du stade Écossière pour y réaliser son projet, mais derrière, malgré tout, ce projet sera soumis à un certain nombre d'autorisations liées à l'urbanisme et notamment des droits des sols, qui sera la mainmise de la ville de Nîmes. Après, la ville de Nîmes va avoir de l'argent dans cette opération. Ça va rapporter de l'argent par rapport au prix de vente, par rapport aux taxes foncières. Mais vous savez, c'est pas un aspect lucratif qu'on recherche là. C'est aujourd'hui essayer de donner le cadre de ce projet. Non mais quand même 200 millions investis directement sur le territoire privé, bien sûr que c'est lucratif pour la ville. Oui,
Pour la ville. Non, mais vous parlez Parce que par la rapport aux ville caisses n'aurait de la pas pu le ville. faire, hein. Mais bien sûr que c'est important par rapport au développement et l'attractivité de la ville parce que ça va ramener un certain nombre d'emplois directs et des emplois Parce indirects. que là, la mairie se couche pas devant le pouvoir financier. Ouais, si vous voulez, moi, d'accord, j'entends, mais je pense pas. Vous savez, la vie n'est pas faite tout le temps de pouvoir et contre-pouvoir. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un projet d'initiative privée qui va rapporter 225 millions d'euros sur le territoire nîmois, qui va permettre d'avoir un stade rénové sur le territoire nîmois, sur la place même du stade écossien. Je pense qu'on regarde dans le rétroviseur il y a quelques années et voir là où on en est aujourd'hui. Je pense, honnêtement, que le choix, il a été bien fait par l'équipe Alors, Jean-Paul un Fournier. projet où la ville de Nîmes a l'entière maîtrise, c'est le Palais des Congrès. On voulait avoir un petit mot là-dessus, Coralie, rapidement, et on termine l'interview. Et oui, monsieur Planty, on voulait savoir où ça en est de ce projet, surtout combien vous avez demandé à la région, parce qu'il y a eu un peu d'eau dans le gaz entre la ville et la région. Écoutez, les travaux vont bientôt débuter, en tout cas on l'espère. On espère déposer le permis de construire avant la fin de l'année. Les fouilles archéologiques ont commencé depuis peu sur cette parcelle-là. Donc on est, on va dire, dans l'étape préliminaire par rapport à ce dépôt de permis de construire. On avait une réunion technique avec l'architecte des bâtiments de France pour envisager les différentes questions. Donc c'est le projet phare de notre mandat d'un point de vue du développement économique, de l'attractivité. Nous étions en séminaire municipal autour de Jean-Paul Fournier pour évoquer la question. Proposer un palais des congrès en cœur de ville avec à quelques mètres de là le musée de l'Humanité et à quelques mètres de là les arènes de Nîmes. Juste une ça va être mini-question vraiment avant que le une professeur plus-value pour notre territoire. puisse exprimer une mini-question. Vous avez demandé quand même une subvention substantielle à Carole Delga. Vous savez que son vice-président au transport, Jean-Luc Gibelin, est un peu agacé parce qu'il met en place tout un tas de lignes, notamment le TER à 1 euro, aussi les bus pour permettre aux jeunes, notamment qui ne peuvent pas partir en vacances, des quartiers difficiles, de pouvoir se déplacer. Et la région est la seule à assumer les médiateurs, enfin financièrement de mettre une enveloppe sur la table pour les médiateurs. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un effort en ce sens pour la prochaine saison estivale ? Écoutez, parlons des choses du même sujet. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est un projet pour nous à 56 millions d'euros au niveau du Palais des Congrès. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir soutenir financièrement seul. Bien évidemment, on espère que la région, le département et l'agglomération va participer financièrement à cela. Vous savez, la ville de Nîmes, c'est aujourd'hui une capacité d'investissement de 50 millions d'euros par an. Eh Donc oui. aujourd'hui... Vous ne pouvez pas faire tout seul. Du coup, ça, c'est sûr. c'est mieux de trouver Même des si compromis. on a une politique ambitieuse par rapport à cela, on ne peut pas faire tout seul. Et surtout que là, c'est un projet structurant pour le territoire, à la fois communautaire, départemental et régional. Merci beaucoup, Monsieur Plantier, Merci à d'avoir vous. répondu à toutes les questions de Coralie Mollabé.